Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Aujourd'hui, je reçois Mathilde du compte Instagram et de la chaîne YouTube Make My Clothes Great Again. La première fois que je suis tombée sur une de ses publications, j'ai trouvé le contenu super pertinent, facile à lire et surtout, j'avais appris quelque chose. Alors j'ai lu un second post, puis un troisième et ainsi de suite. Mathilde fait partie de ces personnes dont nous avons besoin et qui nous aident à mieux comprendre l'industrie de la mode, mais surtout l'envers du décor de ce que nous portons. Dans cet épisode, nous parlerons de comment trouver sa voie, des réseaux sociaux et bien sûr de l'industrie de la mode. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown-Sugan, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Mathilde. Bonjour Tia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée et trop contente de t'avoir. Merci à toi de m'inviter ici. Je suis honorée aussi de venir ici. Merci. Alors, on commence par la question signature. C'est la question la plus simple, mais je suis obligée de la poser quand même. Tu es plutôt thé ou café? Café. Oh, trop bien, trop bien. Allez, une pause café. La main. Ok, on est parti pour une pause café alors. Une autre question que je pose généralement à mes invités, mais c'est pour cerner un petit peu la personne que j'ai en face de moi, parce que je pense que ce qui se passait avant souvent est un peu lié à ce qui se passe maintenant. T'étais quel genre de petite fille? Oh, c'est la question qui la question. Souvent, j'écoute des podcasts qui posent cette question et je me dis, mais moi, je saurais tellement pas quoi répondre. C'est vrai? Je crois que j'ai été une fille unique pendant longtemps. Donc, j'ai été une fille qui a dû, je pense, inventer beaucoup de choses, de rêves et tout, et de, tu vois, faire preuve de créativité, parce que quand on est enfant unique, des fois, on s'ennuie beaucoup. Bien Donc, sûr. non pas que les parents s'occupent pas de toi, mais je veux dire, ça remplace pas 2 enfants qui jouent entre eux. Clairement. Donc, je pense que j'étais rêveuse, que j'étais créative, et que j'étais surtout très obsédée par les belles robes. Voilà. Tu vois, t'enchaînes déjà sur la prochaine question parce que je me demandais, est-ce qu'enfant tu faisais déjà partie est-ce que la mode faisait déjà partie de ton univers, justement les robes de princesse, déguiser tes poupées, tout ça? Ah ouais, ça fait à peine genré le truc. Non, mais carrément, en fait, j'ai grandi avec une mamie qui m'a vraiment sensibilisée à la mode parce qu'elle était elle-même fan de mode et que, tu sais, le cliché, mais j'arrivais dans cette pièce de, je sais pas, peut-être 25 mètres carrés où il y avait que des robes et des tenues absolument magnifiques, des grands chapeaux, des cadres à la Geneviève de Fontenay, des grandes images. J'imagine. Vraiment incroyable. Et je me perdais dans ces robes et ces chaussures à paillettes. Je mettais ma pointure 25 dans ses chaussures en 38, tu sais. Et j'avançais comme ça. Et en fait, elle avait un escalier avec de la moquette rouge, donc je me croyais vraiment sur un tapis rouge. Et j'ai monté, je descendais. Et j'ai des souvenirs de ça. C'est que je l'ai fait souvent, je pense, du coup. Et c'est une personne qui m'a fort sensibilisée à la mode et dès petite, je me souviens que je dessinais des vignettes. En fait, je dessinais des petites robes avec beaucoup de volume et je les découpais et je les distribuais dans la cour de récré. Ah, trop bien! En mode carte Pokémon, mais robe. Trop bien, t'avais lancé ton style, quoi. Mais je sais pas si c'est les prémices, en vrai, d'une future marque un jour, tu sais, avec un bon storytelling. Mais c'est ça, mais tu vois, c'est marrant parce que c'est pour ça que j'aime bien poser cette question parce que souvent, il y a quand même des petites brides de choses qu'on retrouve quand même aujourd'hui. Et là, t'en es le parfait exemple quand même. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. J'ai toujours été, je sais pas. J'ai toujours été une gamine rêveuse et voilà, qu'adorait les robes. Et La Belle au bois dormant, le moment où la robe change de couleur. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, me rappelle de ça. Je l'ai regardé des milliers de fois et je crois que ça m'a captivée, quoi. Donc non, vraiment les souvenirs d'une enfance très très genrée, mais voilà quoi. Qui allait bien. Comment s'est passée ta scolarité? Très bien. J'ai toujours aimé l'école. Okay. J'ai rien à dire. C'est ennuyeux comme question chez moi. Enfin, ça dépend jusqu'à quel âge. Ah ben voilà. T'as aimé jusqu'à quel âge? Jusqu'à
que je rentre en hypocagne et en cagne, où en fait, tu vois, malheureusement, je trouve on vit dans une société où faut être très bon en maths, et lorsque t'es pas très bon en maths, ben il y a pas beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi. Donc j'étais en ES avec spé maths au lycée, mais j'avais quand même pas le niveau pour rentrer en prépa éco parce qu'il demande un gros niveau en maths. Donc je me suis orientée vers une prépa lettres, en sachant que de base j'aimais pas trop les lettres et tout, c'était pas trop mon dada, enfin voilà. Et je me suis retrouvée à subir un peu ma prépa, mais je suis allée au bout quand même, et derrière je savais pas tellement ce que je voulais faire, donc là ça a été plus chaotique. D'ailleurs ça a été, je pense, difficile pour ma famille puisque j'avais jamais fait de remue à l'école, tu vois, jamais fait de vagues, et là j'arrivais en études sup et waouh, enfin c'est dur de savoir ce qu'on veut dès le début, franchement c'est dur. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je trouve ça incroyable de demander à des ados qu'est-ce que vous voulez faire dans 10-15 ans. Ben, je sais pas, je veux vivre déjà. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'apprendre plein de choses et puis de voir ce qui nous plaît. Donc moi, ça ne me choque pas du tout que tu te sois un moment posé la question de OK, maintenant je fais quoi concrètement, quoi. Et tu vois, c'est un petit peu lié à la question qui arrive. Bah, tu y as répondu en quelque sorte. Il y a 2 ans, tu te lançais sur Instagram. Précisément sur les réseaux sociaux. Est-ce que à un moment c'était un choix professionnel, ou est-ce que non, c'était vraiment le pur hasard où tu t'es dit ok, je vais poster des photos, et puis finalement il y a eu un petit buzz, et comment t'es arrivé là? Deuxième option, j'étais juste en fait en études de marketing, donc je suis en IAE, c'est une école de management public, et en fait je me suis juste dit j'aime le domaine de la mode responsable et je trouve ça intéressant Instagram. Je trouve qu'Insta il y a 2 ans était une période intéressante, donc on peut y revenir après, mais il n'y avait pas des fois certaines difficultés qu'il y a aujourd'hui pour véhiculer des messages. Ouais. Et je me suis juste dit, tiens, bah, je vais expérimenter ce que je trouve intéressant à observer chez les autres comptes, mes versions mode éthique, donc adopter ton propre positionnement, enfin vraiment le marketing est un sujet qui me passionne, donc forcément j'ai juste vu un peu, tu vois, un labo, quoi, genre je me suis dit c'est un terrain de jeu, et en fait il s'avère que je m'y attendais pas du tout, ça a pris, et je pense que tu vois, c'est simplement une question des fois d'être au bon endroit au bon moment, je saurais pas l'expliquer. C'est vraiment beaucoup de travail, mais c'est en même temps, des fois, malheureusement, tu peux beaucoup travailler, mais ne pas être au bon endroit au bon moment, et tu le sais pas, parce que du coup, on te le dira jamais, et tu te diras, bon, bah, c'est la vie. Mais il y a des fois où, voilà, tu comprends que t'es à la bonne place, au bon timing, et là, tout est réuni pour que tu y arrives, et voilà, et j'ai persévéré, ouais. Du coup, je dirais que ça s'est passé, quand je dis que j'étais là au bon moment, au bon endroit, c'est que malheureusement aujourd'hui sur Instagram, bon bah faut quand même être repéré par des gros comptes, je trouve, relayé par des gros comptes, repéré par des gros comptes, des gens qui vraiment ont une voix sur les réseaux sociaux. Et moi je suis tombée sur quelques personnes justement qui ont une voix, qui m'ont fait confiance, qui se sont abonnés, qu'on regardait, qu'on relayait très vite, et c'était parti. Ça, c'est génial. Et c'est vrai que l'algorithme change énormément sur Instagram, et ce qui se passait il y a 3-4 ans n'est plus du tout ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, pour percer, faut aussi, ça passe par là, se faire remarquer par les gros comptes, comme tu disais. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu parlais de mode éthique. Comment t'es tombée dedans? Est-ce que ça a toujours été quelque chose inné chez toi, ou déjà très jeune, t'avais cette conscience, ou non, pas du tout? Encore deuxième option. Non, pas du tout. J'ai été pas mal consommatrice de fast fashion. Il y a toujours plus, mais il y a toujours moins aussi que toi, donc tu sais jamais trop te situer. Mais je dirais que en tout cas, j'ai arpenté toutes les enseignes de fast fashion de ma ville quand j'étais plus petite, au lycée, au moins une fois par semaine. Donc pas pour autant, sans pour autant tout le temps acheter, tu vois, mais j'étais au courant de ce qu'ils faisaient, et je crois que ouais, j'étais vraiment fast fashion à fond quand même, et j'ai jamais eu cette conscience écolo jusqu'à ce que justement je fasse un stage dans une entreprise qui m'a demandé d'étudier des labels, d'étudier le marché du linge de lit responsable. Et dans le cadre de ce stage-là, je suis tombée dans la marmite. C'est-à-dire que quand tu cherches à comprendre du coup quel est l'intérêt d'un label, bah tu comprends qu'il y a des pratiques avec des déviances et que justement ces déviances en amènent d'autres. Et tu comprends que c'est tout un écosystème qui peut-être des fois clairement de l'aile.
Et à moins de te mettre des œillères, comme on fait beaucoup dans certains domaines plus que d'autres, etc. Moi, j'ai décidé de pas me mettre ces œillères et de creuser de fond en comble le sujet de la mode. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc à faire parce qu'on s'habille tous et les gens le savent pas en fait. Et finalement, on est tous, voilà, vers 2016, 2017, on s'est tous mis à en parler très sérieusement, je trouve. Euh, Ouais. Alors que bon, bah ça datait déjà, mais voilà, non, j'ai pas toujours été engagée, etc. Ça a vraiment été un stage et l'envie d'en apprendre plus, évidemment, parce que je pense que si t'as pas l'envie de creuser, ben, tu peux faire un Et tu stage. vois, ouais, clairement, mais tu vois, moi, ce qui m'impressionne, c'est que, ok, t'as eu envie de comprendre, parce que t'avais un pied dedans, mais de là quand même à créer ce que t'as créé sur les réseaux sociaux, qui pour moi est justement hyper important, parce que t'arrives à vulgariser cette notion d'économie de la mode, qui peut être hyper complexe quand certaines personnes en parlent, et toi t'arrives à vulgariser ce truc et à rendre l'information hyper accessible. Donc comment tu crées tes posts, comment tu crées ce schéma, justement, qu'est-ce qui est important quand tu crées un post pour que les gens adhèrent à ta façon de penser? C'est fou, si tu me poses une question, je sais pas. Je sais pas vraiment. Je crois qu'en fait, déjà, je me force pas à poster, tu vois. Mhm. C'est très dur aujourd'hui de pas se forcer à poster parce que t'es vite déjà tenté de te comparer. L'algorithme te met de côté si tu publies pas régulièrement, si tu... En fait, c'est un peu court ou crève Insta, quoi. Désolée, mais C'est vrai. je trouve, la vérité. Et, et tu vois, enfin, moi, je me suis dit, je cours pas, quoi. Je vais y aller doucement. Donc déjà, je fais des posts authentiques et je pense que je prends le temps de les faire. J'ai une optique de slow content, quoi, un peu, je prends le temps de les faire. Et les posts impactants, il y en a pas tant que ça, parce que généralement, ça se divise en 3 activités sur Insta. C'est soit j'inspire avec de l'upcycling, soit je donne des actus sur le secteur mode, soit effectivement je vulgarise, je vais vraiment profondément dans un sujet. Et les posts qui ont fait l'objet un approfondissement vraiment poussé, je dirais qu'ils se comptent au nombre de 10-15 maximum, mais sur 2 ans, c'est pas énorme en fait. Ouais. Du coup, je dirais que c'est vraiment en fait, ça va vraiment dépendre déjà de ce qu'il y a autour de moi. Si je suis inspirée par ça, je me dis tiens, il y a un sujet, il y a un truc à creuser, il y a un angle qui a jamais été abordé sous cette un sujet qui n'a jamais été abordé sous cet angle. Et je me pose et je me dis, je structure, ok, quelle est l'information la plus importante en premier ou la plus accrocheuse en premier qui maintiendra l'attention des gens, et comment je maintiens l'attention des gens jusqu'à la fin. Et comment j'aimerais qu'on me parle. En fait, je pense que c'est ça aussi. Des fois, c'est que c'est bête et égocentrique, mais tu ramènes le truc à toi et tu te dis comment j'aimerais qu'on me parle. Et moi, je sais que je déteste 2 choses, les moralisateurs et de deux, les gens qui ont un langage intellectuel tellement dans des sphères tellement incompréhensibles du genre prépa-lettres, tu vois, que Exactement. que je m'y retrouve pas en fait, et je trouve que c'est pas accessible alors que c'est un sujet qui concerne tout le monde puisque personne n'est à poil là actuellement dehors, tu vois. Et du coup, À part dans certains endroits, mais qu'est-ce bon. que vous en êtes là, à part sur certaines plages de Bretagne, pas loin de chez moi. Mais, mais du coup, là, clairement, enfin bref, tout le monde s'habille. Et du coup, à partir du moment où c'est un sujet qui concerne tout le monde, je pense que l'enjeu, c'est de le vulgariser. Donc, mon angle d'attaque aussi, c'est d'essayer d'avoir un peu d'humour, tu vois, parce que je pense que c'est aussi ce qui est un peu relou aujourd'hui dans l'écologie, c'est que on te donne, waouh, c'est lourd, quoi. Tu vas sur les réseaux pour passer du bon temps, et en fait, tu t'abonnes à des comptes qui t'aident à évoluer, qui t'aident à prendre conscience, à déconstruire certaines choses. Mais finalement, ces comptes-là, parfois, ils sont lourds. Ils sont lourds psychologiquement. Tu fermes ton Insta, t'as absorbé des infos qui t'assomment. Et le but, c'est pas d'absorber des infos qui nous assomment. Moi, je pense que c'est de donner des infos, mais dans la forme, de les tourner avec légèreté, de sorte à ce que la personne se dise pas, ok, soit, j'ai appris ça, mais je peux rien y faire, je suis impuissant. C'est plutôt, ok, j'ai capté, je vais faire différemment. Et c'est pas si impossible, ça m'a l'air assez facile d'accès. Enfin, c'est vraiment ce que j'essaie de Ouais. faire. C'est clair. Mais c'est totalement ce que je ressens, tu vois, quand je lis tes posts, c'est qu'il y a cette accessibilité qui rend l'information hyper compréhensible. Et ce que tu disais justement, quand c'est trop lourd, quand voilà, il y a des termes où tu dis bon, ok, il y a 5 mots, je vais aller chercher le dictionnaire parce que je comprends pas, parce que ce sont souvent des termes techniques que tout le monde ne maîtrise pas parce que c'est un domaine particulier. Ben finalement, c'est indigeste et t'as même plus envie de terminer l'article parce que tu dis ouais non bon, ok, j'ai lu le début et
je passe à autre chose. Et c'est ça qui est dommage parce que finalement, je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent véritablement à cette information, mais comme tu dis, des fois c'est trop lourd et on n'a pas, et puis on n'est pas là pour ça non plus. En vrai, sur les réseaux sociaux, on est là pour du divertissement avant tout. Ouais, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut savoir garder une part de légèreté. Euh, Sinon, autant tenir un média à part entière, comme Courrier International, par exemple. Enfin, c'est tout bête, mais je pense qu'il y a un flou de positionnement aussi. C'est que les médias sont obligés d'être maintenant sur les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est des codes qui sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment... Mais après, la société évolue, hein, c'est de nouveaux usages. Il faut se renouveler en permanence, etc. Mais comme tu dis, c'est aussi du divertissement et moi personnellement je sais que quand j'utilise Insta j'y vais pas pour pour être l'éponge de choses négatives en fait. En parlant de choses négatives, est-ce que tu perçois, par exemple dans les gens qui te suivent ou même des fois des gens qui ne te suivent pas mais qui vont tomber sur des posts à toi, de la négativité ou des gens qui n'essaient pas de comprendre le message que tu essayes de faire passer, ou est-ce qu'au contraire tu trouves que tu as une communauté qui est plutôt bienveillante? Ben, je croise les doigts, mais j'ai jamais eu le fameux hater que tout le monde redoute. Ouais. C'est le mythe du troll trop méchant là qui te tombe dessus avec une armée de trolls derrière qui viennent mettre un symbole du genre abolissez ce compte et tout. Jamais j'ai eu ça et bah franchement, je pense qu'après c'est un sujet très délicat parce que d'un côté, j'ai aussi choisi un angle d'attaque qui n'attaque personne en fait. Donc personne se sent visé. Je jette pas la pierre aux comptes qui s'en prennent plein la tête évidemment, mais il y a une voix des fois avec laquelle il faut parler aux gens, c'est de la communication non violente en fait. Et ça c'est vraiment l'enjeu, c'est pour se faire entendre, il faut pas être violent. Et vraiment, que ce soit un manager en entreprise, celui qui va te parler vraiment mal et qui va pointer les choses qui vont pas direct, tu vas moins l'écouter que celui qui va te dire les choses avec un peu plus de légèreté et qui va croire en toi. Enfin c'est, ou même tes parents, ou enfin voilà, c'est cette forme de communication, elle se retrouve dans tous les événements de la vie, dans tout ton environnement. Et je pense que sur Instagram aussi, il faut retenir que si t'es violent dans ta communication, c'est normal que les gens te renvoient le miroir, en fait. Tu vois? Ouais. Tu parlais dans une interview du fait que toi, tu parlais surtout du fond et pas forcément de chiffres. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça joue dans la perception qu'ont les gens de ton discours en se disant, en fait, elle parle de faits et elle invente rien. C'est des choses qui sont avérées, donc j'ai pas à remettre en cause, en fait. Tu sais, en quelque part, est-ce que tu penses que ça joue beaucoup? Ah, je ne sais pas. Je sais pas, mais je sais une chose, c'est qu'il y a beaucoup de comptes qui relaient des chiffres et qu'il y en a assez justement pour que moi aussi je le fasse, tu vois. Et les chiffres changent en permanence, mais les faits restent quand même plus longtemps dans une échelle temps que les chiffres, parce qu'un chiffre évolue en permanence. Donc je sais pas si ça change quelque chose, parce que je pense qu'au fond les gens s'en foutent de savoir si c'est 2 ou 3% d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport dans la fabrication d'un vêtement, tu vois. Je pense que les gens ont besoin qu'on leur dise non, le transport n'est pas ce qui pollue le plus. Voilà, ça va être votre matière première, tu vois. C'est vraiment l'enjeu en fait, le message au fond. Tout ça c'est de la com. C'est quand j'en parle que je me dis mais en fait c'est vraiment la communication quoi. Clairement, mais c'est un métier, il faut savoir le faire. C'est ça la difficulté finalement de la chose. J'ai une autre question, on reste toujours sur Instagram. J'ai lu récemment on va quand même parler chiffres, que 80% des utilisateurs utilisaient Instagram avant un acte d'achat. Moi, je trouve ça quand même marrant parce que toi, tu cartonnes en parlant de consommation raisonnée d'une certaine manière, mais tu es sur un support où l'utilisateur est surtout là pour acheter avant tout. Donc, est-ce que t'as pas eu peur de te dire, ok, je suis quand même à contresens de ce que veulent les gens? Non, parce que tu vas te dire la meuf elle est trop égocentrique, mais parce qu'encore une fois moi je vais jamais sur Insta pour consommer en fait. Du coup je me dis si j'existe, si j'ai cette mentalité là, il y a forcément d'autres gens qui l'ont. Donc je suis partie juste de ce constat. Je vais jamais vraiment. Je crois que déjà je suis très peu consommatrice, donc je crois que ça joue. Mais non, puis ça dépend vraiment de la manière dont tu te positionnes. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde.
Enfin, il y a de la place pour tout le monde sur Terre, il y a de la place pour tout le monde sur Internet. Et au contraire, je trouve que plus t'as de personnalités distinctes, plus tu as de richesse. Et on n'est pas intéressé par un Insta avec des blogueurs qui disent tous la même chose, qui placent tous le même produit en même temps en stories, ou tu vois, enfin, ça c'est le côté un peu dénaturé d'Insta, je trouve. Ça tue une spontanéité, etc. Et il y a des gens qui sont encore en quête de cette authenticité qu'on a quand même pas mal perdu, je trouve, sur les réseaux. Ouais, et tu vois, je crois que c'est hier, je regardais une vidéo qui parlait justement de ça. Je crois qu'il y a eu quand même une période où, il y a peut-être, allez, je dirais moins d'une dizaine d'années où, il y a eu ce boom des réseaux sociaux et où tout le monde faisait la même chose, mais c'était pas grave parce qu'il y avait cet effet de c'est nouveau et finalement, si tout le monde le fait, c'est qu'on doit le faire. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont démarquées par leur singularité. Et là, on s'est dit, ah ben tiens, mais on peut quand même être soi-même, produire des choses différentes et avoir un public. Et je crois que ces gens-là ont permis à ce que toi ou d'autres personnes qui justement sont très singulières dans leur façon d'aborder certains sujets, trouvent leur public, parce que finalement, on se dit, ouais, au début c'était marrant parce que c'était nouveau, donc je suivais ce qu'ils faisaient et tout le monde faisait la même chose, mais finalement je réalise en plus en grandissant que j'ai envie d'affiner ce que je regarde, j'ai envie d'être plus sélective, et c'est pour ça que je crois que des comptes comme les tiens fonctionnent et comme d'autres, parce que tu le dis très bien, il y a de la place pour chacun et finalement les gens ont besoin de diversité dans ce qu'ils regardent, donc c'est super important. Oui, puis je pense surtout que il y a cette Bonjour. Bonjour. Désolée. C'est pas grave. Il y a cette envie d'authenticité aussi il y a cette envie d'authenticité qui comment dire, moi, je vais te donner mon expérience personnelle de consommation, mais j'ai vu des comptes se transformer vraiment, c'est-à-dire devenir très une façade, quoi, un produit, des gens qui deviennent en fait des gens qui avaient une vision, une voix intéressante que je suivais pour leur personnalité, pour leur vision inspirante des choses, et des gens qui sont vraiment devenus une vitrine aujourd'hui à produits. Et désolé si ça vexe des gens en fait, mais c'est dommage parce que c'est intéressant évidemment de se battre pour des causes communes, etc. Mais lorsqu'on devient vraiment finalement le porte-parole des marques, est-ce qu'on s'éloigne pas de notre essence, tu vois? Et je pense que c'est le piège, c'est que l'homme en veut toujours plus. Donc, tu vois, il suffit de voir les gens qui se sont tapés dessus pendant des guerres, qu'il s'agisse de 39-45, on voulait toujours plus de territoire et on se tape toujours autant dessus pour les mêmes sujets, alors que globalement, on évolue sur plein de domaines. Mais l'homme se contente jamais de ce qu'il a, en fait, enfin l'humain, quoi. Et je trouve que sur Instagram, le piège, c'est de se contenter de ce qu'on a, de pas chercher à grossir pour grossir, parce qu'au final, c'est peut-être parfois même un jeu d'ego. Et tu vois, c'est de se dire, c'est pas grave, j'ai pas besoin de monétiser peut-être cette activité. Et c'est très dur, en fait, de résister à ça, je pense. Enfin, c'est pas facile, mais en même temps, tu gardes ton authenticité. Ou alors, tu te fais monétiser, mais c'est dur de garder un peu ce cap que t'avais. Mais c'est pas évident. Je comprends totalement ton raisonnement, et moi ça a été l'inverse. Tu vois, moi quand j'ai commencé sur les réseaux, j'ai jamais été à fond dans la fast fashion, mais j'achetais de la fast fashion. J'avais pas du tout cette notion écologique, et moi ça a été l'inverse, c'est-à-dire que je suis passée de la meuf qui achetait dans les magasins que tout le monde connaît, voilà, les grandes enseignes, à une consommation vraiment très raisonnée où j'achète quasiment plus rien. Et je l'ai ressenti il y a eu un véritable impact sur mes abonnés. J'ai perdu des abonnés, et tu vois, en face, je me dis, je peux comprendre quelqu'un, surtout si cette personne vide ses réseaux, se dire, ok, je suis en train de perdre des abonnés, je suis en train de perdre un niveau de vie, parce que voilà, j'ai des valeurs et que derrière, faut les assumer. Et en face de ça, on me propose de l'argent, je peux avoir plus de followers si je change un peu d'axe. Et honnêtement, sans jeter la pierre aux gens, je peux comprendre que des gens passent de l'autre côté, parce que c'est pas évident, et on est des millions sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux à essayer de se faire une petite place. Et je crois que c'est vraiment faut que les valeurs soient vraiment très très fortes
pour résister. Et quand tu as un grand groupe, moi ça m'est arrivé, une très grosse marque qui me propose un partenariat, même mon chéri au début m'a dit mais t'es sérieuse, t'as refusé? Et Ah ouais. j'ai dit oui, mais ce sont pas mes valeurs. Alors c'est vrai que j'ai refusé sur le coup, j'étais là putain, tu viens vraiment de refuser ça? Tu vois? Mais après j'étais alignée avec ce que je voulais vraiment et voilà, et je me dis, j'aurais pu avoir beaucoup plus de followers, gagner plus d'argent, mais finalement, c'est un choix. Mais je peux comprendre l'autre aussi qui se dit, OK, là, tout le travail fourni, parce que ça demande énormément, tout le travail fourni, finalement, est-ce que je mérite pas plus? Bah ouais, c'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'au bout d'un moment, effectivement, tu te dis, mais attends, mais j'ai fourni tout ce travail, mais finalement, enfin, c'est vrai que bon, je mérite d'être rémunérée pour ce que j'ai fait. Après tout travail mérite salaire. Enfin, tu te le dis, quoi. Et finalement, le souci, c'est l'excès, en fait. Dans tous les domaines, le souci, c'est l'excès. C'est tomber dans voilà, je sais pas, tomber dans se perdre. Ouais, se perdre. Merci, c'est un peu, c'est le mot que je cherchais. Et tout à fait, c'est dur de trouver un juste milieu. Et moi, je suis un peu parano là-dessus. Je sais que j'accepte vraiment peu de produits et peu de propositions parce que je me dis oh là là, j'ai peur de saouler les gens parce que je suis la première à me dire, tu sais, bah oui, bah je comprends pas, de base tu voulais pas pousser à la surconsommation, mais enfin du coup c'est un peu ce que tu fais. Et tu vois, je peux pas vraiment faire ça en fait. Du coup enfin voilà, il faut de la place, enfin chacun joue son rôle, chacun a un rôle à jouer, mais en tout cas je sais que c'est pas le mien. Enfin, c'est pas le mien. Il y a un aspect que j'aime beaucoup concernant ton contenu, c'est la rubrique L'actu éco-fashion, où tu nous relais l'actualité du monde de la mode responsable. Dans cette rubrique, tu parles aussi des grands noms de la fast fashion qui mettent en place des actions éthiques. Pourquoi avoir pris le parti pris de parler également de ces marques dans ta rubrique ? Oh, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il faut surtout pas boycotter la fast fashion. Je l'ai pensé il y a quelques années, puis finalement avec la maturité, je me rends compte que l'opposition permanente des camps n'est jamais bonne, puisque c'est consisté à croire que les choses sont soit toutes noires, soit toutes blanches. Et il y a jamais rien de tout noir ou tout blanc dans la vie, c'est vraiment une nuance à chaque fois. Et si on veut que les choses avancent, on a besoin du mécénat des grosses boîtes, on a besoin des subventions des grosses boîtes, on a besoin de la grande L des grosses boîtes, enfin qu'on soit vraiment justement que ces boîtes aussi peut-être puissent se racheter une conscience, leur pardonner un moment pour leurs erreurs, et en même temps que les petits en profitent et puissent bénéficier des moyens et tu vois des rails qu'auront construit les grandes boîtes. Donc moi je suis vraiment pour l'intersection des ponts, quoi, enfin le croisement des ponts, plus que les deux rives bien distinctes. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a tendance dans le milieu éthique à entendre l'inverse. On boycotte la fast fashion et non, n'achetez surtout pas. Et j'en parlais avec une invitée, Is No Good, qui elle aussi allait dans ton sens en disant des fois des gens lambda commencent à s'intéresser à la mode éthique en passant par ces marques. Justement, par exemple, je prends H&M pour ne pas la citer, qui a cette gamme conscious. Alors, bien sûr, il y a des marques qui font beaucoup mieux, mais peut-être que quelqu'un qui n'a jamais pensé acheter éco-responsable va commencer par une petite pièce là, une deuxième, et puis finalement va commencer à s'y intéresser, et petit à petit peut-être bifurquer sur véritablement de vraies marques qui font un travail de fond. Et je trouvais ça super pertinent de se dire, c'est peut-être un premier pas vers ok, il y a ça qui existe, donc pourquoi pas ne pas élargir. Et en plus, je me dis aussi que si ces marques commencent à jouer le jeu justement de produire différemment, c'est qu'il y a une demande quand même. Mine de, c'est qu'il y a un véritable marché. Donc oui, c'est peut-être surfer sur la vague, clairement, mais derrière, si finalement ça peut servir la cause, je me dis que c'est quand même pas mal. Tout à fait. Après, faut juste, selon moi, la seule nuance qu'il y a dans tout ça, c'est faire attention à ce que ce ne soit pas carnivore, en fait. C'est-à-dire que le risque, enfin pas carnivore, j'ai dit carnivore, je voulais dire cannibale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un risque que les grosses marques, en s'intéressant à ça, dictent la loi en fait sur le marché et s'approprient toutes les matières responsables. Okay. Au détriment des petites marques qui, elles, ne pourront plus s'approvisionner au même coût puisque ce sont les marques qui dictent, les grands qui dictent les prix en fait
marché dans le monde capitalistique. Et je trouve que c'est justement ce piège, puisque pour connaître de près des entreprises qui font du coton bio, j'ai vu que j'ai pu entendre des témoignages qui m'expliquaient que depuis que les grandes marques se sont ruées sur le coton bio depuis le début de la pandémie, les petites marques n'ont plus les moyens de l'acheter. Donc, il faut, certes, je pense, qu'elles s'y mettent, c'est hyper important, c'est chouette, c'est comme tu dis, ça crée une porte d'entrée en fait. Mais la façon dont on s'y met, elle est. Moi, je pense que l'enjeu pour les grandes enseignes, c'est de se mettre au recyclage, parce que c'est intéressant de faire quelque chose de tout le volume qu'elles ont créé. Mais par contre, aller s'approprier des matières premières qui sont quand même réservées plus aux petites marques qui font en petite quantité, parce que c'est par essence des matières organiques qui mettent plus de temps à pousser et qui donc correspondent à de petits volumes, parce que dans la fast fashion, on ne parle toujours pas de réduire les volumes. Oui, malheureusement. Il y a un moment, on arrivera face à un mur. Enfin, voilà. Donc tout l'enjeu, c'est peut-être d'essayer d'apprendre à recycler pour justement ne pas créer d'autres problèmes. Tu vois. Est-ce que l'enjeu aussi pour ces gros groupes, ce serait pas aussi de reformuler toute une façon de produire, c'est lié à ce que tu dis, mais tu sais vraiment, comme tu dis, produire moins, peut-être de meilleure qualité, et puis rémunérer aussi les gens qui font ces vêtements de meilleure façon. Tu sais vraiment tout l'écosystème en fait lié à la production, le revoir en fait de manière globale en fait. Alors là, tu poses la question de la survie de l'industrie en fait. Oui, c'est ça. Parce que je pense que si l'industrie se met à faire moins de quantité, étant donné qu'ils marchent beaucoup sur de gros volumes, parce que eux, ils ont des petits prix, mais pour faire de telles marges, c'est qu'il faut vendre énormément. C'est soit il faut hausser le prix de la pièce. Donc, au lieu d'acheter, je sais pas, 10 balles un vêtement, tu l'achèteras 20. C'est déjà pas cher non plus, mais si tu doubles ça, peut-être que les marges dégagées seront plus grosses pour mieux répartir la valeur dans la chaîne. Par contre, est-ce que le client est prêt à payer ce prix-là? C'est la vraie question. Et si le client n'est pas prêt à payer ça, pour avoir bossé dans la grande distrie en début d'année en alternance, là, on me disait, les clients, aujourd'hui, ne sont pas prêts à payer un produit 50 centimes plus cher. Donc, il y a aussi tout un enjeu de sensibilisation en aval de la chaîne de production pour faire changer l'amont. Et ça, c'est dur. Ça devrait être l'inverse, en fait. Ça devrait être l'amont qui dicte, en fait, la tendance à l'aval. Enfin, et non, ça doit venir aussi du client. Et c'est ce que je trouve paradoxal. Et je trouve qu'il y a vraiment un décalage de rythme. Ouais. Voilà. Mais tu as posé une vraie question, mais je pense une question qui appartient aux rêveurs plus qu'aux rêveuses comme nous, plus qu'aux gens. Voilà, va dire ça à des gens qui sont dans la négoce de coton. Je pense qu'ils nous rient au nez, tu sais. Mais bon, c'est beau d'espérer parce qu'on est des consommatrices, donc on peut nous aussi avoir cette vision et exiger, voilà. Et espérer qu'un jour on y arrive. Moi, j'y crois. J'ai cette naïveté de me dire qu'un jour on y arrivera. Alors peut-être pas demain, mais que déjà grâce à nous consommateurs, les choses peuvent changer. Et ça se fait petit à petit parce que par exemple, je te prends la génération de ma maman, lui parler de vêtements éco-responsables, pour elle, ouais, mais non. Voilà, ça voulait rien dire. Donc voilà, ça prend du temps, mais je suis persuadée que les choses peuvent changer si on s'y met véritablement. Donc non, moi j'y crois. J'ai cette naïveté d'y croire. On parlait... Oui, vas-y, continue. Ah non, je te disais, tu as raison. On continue un peu avec la fast fashion. Alors oui, les groupes font des choses, mais par exemple, je suis encore sur H&M, ils vont croire que j'ai un truc, je n'ai rien contre cette marque, mais bon, c'est juste que j'ai vu la pub passer qui fait en ce moment un maillot éthique à partir de 9,90 €. Est-ce qu'on peut vraiment produire une pièce éthique à ce prix-là ? En fait, c'est forcément que quelqu'un en paie le prix. C'est pas possible de proposer un prix. Enfin, en fait, selon moi, il y a un gros problème de greenwashing, enfin de social washing. En fait, c'est que ils nous font croire qu'ils sont engagés. Enfin, c'est un début en fait de s'engager sur le plan environnemental, tu vois. Mais je peine à croire qu'H&M n'a pas les moyens de rémunérer décemment la main d'œuvre. Quand je vois Perkson, je sais plus comment il s'appelle, le PDG d'H&M, il est toujours dans les plus grosses fortunes. Je me dis, voilà, il y a un moment où on va pas nous faire croire que de telles boîtes ne peuvent pas montrer l'exemple sur un plan social. Donc évidemment, elles mettent des fondations en place, elles font des choses, mais
si tu payes 10 balles, même pas 10 balles ton maillot, c'est qu'il y a peut-être l'effort environnemental grâce à des économies d'échelle, qui est donc un système où plus tu commandes de quantité, moins ça te coûte cher. En fait, voilà, peut-être que ce système d'économie d'échelle permettra d'abaisser les coûts de matières premières, et c'est pas pour autant que ce sera une matière, comment dire, modeste, mais sur le plan social, c'est pas possible d'avoir de rémunérer toute la chaîne avec, quel genre de pourcentage revient aux travailleurs en sachant qu'il y a énormément d'acteurs sur la chaîne de production et en sachant que H&M paie énormément de coûts marketing et com. Il suffit de voir leur pub, leur com partout, c'est placardé dans toutes les villes, leur loyer, il suffit de voir à quel point ils avoisinent les vitrines du luxe et ils s'implantent stratégiquement dans les centres historiques pour comprendre aussi que avec de tels coûts de loyer, il faut bien évidemment se dégager des grosses marges pour assurer sa rentabilité. Donc, moi, je peine à croire qu'il y ait une juste allocation des profits en amont de la chaîne. Et surtout sur un maillot à 10 euros, effectivement, je pense que c'en est l'incarnation, en fait. Ouais. Et justement, c'est quoi une mode éco-responsable, finalement, pour toi? Je pense que c'est une mode qui produit moins, c'est plus 40 collections par an, déjà. De deux, parce que 40 collections par an, ça veut dire une cadence de renouvellement énorme. Ça veut dire maltraiter la nature pour aller hyper vite. Alors que la nature, elle nous a pas fait pour aller hyper vite. Il suffit de voir le temps que tu mets à faire pousser une plante dans ton salon pour comprendre que tu vois, le coton, si on lui met du Roundup, évidemment qu'il va pousser vite, mais à quel prix pour la nature? Donc, c'est une mode qui produit moins déjà et une mode qui peut-être je sais pas, je dirais qui se soucie avant tout de l'homme de l'humain parce qu'il selon moi il y a un gros lien entre le social et l'environnemental, c'est-à-dire que plus tu agis pour le social, plus en fait tu contribues à l'éducation des populations qui aujourd'hui sont déscolarisées et les enfants qui doivent aller travailler dès leur plus jeune âge, ils ne connaîtront jamais l'éducation et n'auront jamais le recul et les clés pour mieux produire, pour mieux penser leur société. Donc en fait, plus tu agis pour le social, plus tu agis pour que l'intelligence soit de plus en plus, pour l'intelligence collective en fait, et pour la mise en place de solutions intelligentes au plan environnemental. Évidemment que si tu fais rien pour éduquer les gens vont pas se rendre compte. C'est totalement normal. Regarde, il a fallu 3 ans pour m'éduquer, sinon je me serais jamais rendu compte de ça. Donc je me dis, c'est un cercle vertueux finalement. Comment ? C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, voilà. Je pense qu'il faut davantage agir pour le social que pour l'environnement, parce que c'est pas la planète, on sait qu'elle est l'urgence climatique est là, mais encore une fois, on est très court-termiste dans l'urgence climatique. Et je sais pas si on peut se permettre d'être justement d'avoir une vision de long terme aujourd'hui, parce qu'on est tellement au bord du gouffre qu'on est obligé de prendre des mesures drastiques au plan environnemental. Mais c'est peut-être aussi une excuse pour ne pas agir au plan social, tu vois. C'est dire écoutez, on en fait déjà assez au plan environnemental, ça nous coûte assez, on se souciera plus tard du social. Et je me dis, c'est pas. Si j'avais une carrière en politique, c'est pas ce que j'inspirerais. Mais je pense que franchement, en t'écoutant, je me dis qu'il y a moyen, vraiment. Moi, je suis la première à te suivre. Donc, si jamais tu veux te lancer, vraiment, tu me dis, moi, je peux même être porte-parole. Mais moi, je te suis. Non, mais clairement. Alors, on continue. Là, on va parler mode, même si on en parlait déjà. Quelles seraient tes astuces pour avoir une armoire éthique ? Ah, c'est dur. C'est un peu comme la confiance en soi. C'est jamais totalement acquis, je trouve. C'est dur parce que d'un côté, tu vois, t'es sans arrêt en train de te dire que plus t'évolues, plus t'es exigeant avec toi-même, et plus tu trouves que le vêtement que t'as eu là, en fait, au début, tu le trouvais stylé, puis finalement, la compo, elle est pas si top que ça, donc tu te dis que tu te ferais peut-être mieux de changer, et ainsi de suite. Tu vois donc, je dirais qu'un dressing, c'est déjà un dressing avec lequel on est aligné, c'est-à-dire ne pas porter 80% de son dressing, c'est vrai que c'est dommage. Donc peut-être se satisfaire de moins, de ce qu'on porte vraiment. Regarder ce qui nous a le plus servi, vraiment élaguer, tu vois, se débarrasser du superflu qu'on ne porte pas et qui nous encombre. Et je dirais essayer de se tourner vers des matières qui durent. J'ai un défi, par exemple, à titre personnel, c'est de jarter tous les
synthétique de mon armoire. Et à l'heure où je te parle, j'ai une robe en synthétique parce que aujourd'hui, va trouver une robe d'été qui ne soit pas en viscose ou en synthétique. Franchement, je trouve que c'est compliqué. L'hiver très très cher. Ouais, c'est ça. Et l'hiver est plus propice aux matières un peu plus nobles, comme par exemple la laine, le cachemire, que tu vas trouver facilement d'occasion. L'été, en revanche, c'est beaucoup plus dur. Et donc voilà, je suis pas trop exigeante l'été, mais je sais que je suis beaucoup plus l'hiver à me tourner vers du coton d'occasion, j'essaie, ou alors du coton labellisé, mais je trouve ça plus intelligent de l'acheter d'occasion. Et voilà, vraiment gommer les matières qui vont relâcher plein de microfibres au lavage, même si on les voit pas. Essayer déjà de ne pas acheter ce dont j'ai pas besoin. Donc c'est terminé, tu vois. J'achète vraiment que ce dont j'ai besoin. Je me satisfais d'une seule paire de baskets blanches. Bah voilà, j'en ai pas 6, 7, 10 ou 30. J'avoue que des fois j'aimerais bien en avoir une autre. Mais je me dis, bon, bah si j'ai pas besoin de plus, là, tout de suite, voilà. Et j'essaie d'anticiper les achats. Parce que quand tu sens que tu vas te faire lâcher par potentiellement une paire de baskets, une robe, une couture, tu vois, il faut anticiper parce que c'est dans l'urgence que t'es mise face au mur et que t'es tentée d'aller acheter dans un truc un peu pourri. C'est vrai. Moi, je l'ai vécu là il y a pas longtemps. Bah, ça va faire. Moi, je pensais que ça faisait 1 an et mon chéri m'a dit non, ça va faire 2 ans que t'as rien acheté. Et ouais. Et alors si j'ai acheté un manteau en décembre parce que j'en avais qu'un et mon chéri m'a dit bon, tu arrêtes tes conneries, achète le manteau. Mais tu l'as acheté neuf ou d'occasion? Non, je l'ai acheté dans une petite boutique vintage en face de chez moi. Ah oui, donc t'es quand même sur oui, ouais, mais à la base je l'aurais même pas acheté, tu vois, même pas acheté et donc ça fait à part ça fait 2 ans que j'ai rien acheté et là j'ai mis un jean qui s'est déchiré au moment où je l'ai mis parce que j'ai grossi et là mon chéri m'a regardé, il a secoué la tête et j'ai pensé et c'est vrai que j'ai pensé en me disant j'aurais peut-être pu Siri, j'aurais peut-être pu anticiper parce que je vois que là dans mon armoire clairement il y a des choses où ça ne va plus et je suis totalement d'accord avec toi, anticiper si vous pouvez, si vous avez les moyens parce que c'est vrai, on va pas se mentir, justement la prochaine question c'est toi est-ce que tu as fini tes études ou sur le point de finir? Alors j'ai encore un an de master. D'accord. Donc justement, toi qui es étudiante, je trouve que c'est quand même pas évident d'avoir cette démarche responsable quand on a un tout petit budget. Comment tu perçois les choses et quelles seraient tes astuces à ce niveau-là? Bah justement, je trouve que c'est vrai et en même temps c'est faux parce que en fait, ça veut rien. D'un côté, ça veut rien dire d'avoir un tout petit budget et ça veut rien dire de ne pas pouvoir se permettre de. C'est-à-dire, je m'explique, tout dépend de ton niveau d'exigence. Par exemple, des fois, on dit c'est bien de bien gagner sa vie, mais bien gagner sa vie, ça va dépendre de ton niveau d'exigence, de ce qu'il te faut pour te sentir confortable, pour te sentir heureux. Est-ce que tu vas te satisfaire de peu ou de beaucoup? Si tu te satisfais de beaucoup et que t'es matérialiste, effectivement, t'as intérêt à bien gagner ta vie. En revanche, perso, en tant qu'étudiante, j'apprends à me satisfaire de très peu. J'apprends à me satisfaire plus d'expériences et de moments sympas que plus de consommation. Et du coup, je le vis vraiment pas mal, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir un couteau sous la gorge. Je dirais que en plus, aujourd'hui, on a de la chance. On est dans une génération où on a énormément de seconde main à portée de main, que ce soit Vinted, que ce soit les fripes, que ce soit Emmaüs, enfin, toutes les fripes solidaires, les fripes en ligne, les fripes physiques. Il y a en plus différents styles. Soit tu t'habilles vintage, soit tu t'habilles seconde main contemporaine. Enfin, il y a tellement de solutions que maintenant tu peux vraiment chiner des trucs à pas cher du tout. Et pour le peu que tu sois créative, bah tu peux aussi chiner des trucs à pas cher du tout et les relooker avec ta machine à coudre. Donc je dirais que le manque de budget, ça va vraiment dépendre de ce que tu vises. Si évidemment tu vises une marque comme Ekiog, qui par exemple est beaucoup plus chère que, je sais pas, la petite fringue chez Emmaüs, oui, c'est vrai que là t'as intérêt à mettre de côté pendant 6 mois pour t'offrir un pull à 200 €. Mais en fait, c'est vraiment, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux. Enfin, de ce que tu veux. C'est un état d'esprit en fait. Oui, complètement. C'est vrai que je suis d'accord avec toi et on va parler justement, je pense, d'un outil qui peut aider tout un chacun à concevoir la mode différemment. C'est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Changeons de mode. Je pense que tu sais de quoi je parle. C'est ton livre justement qui est sorti il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est née l'idée? Tout ça, on veut tout savoir. Alors effectivement, c'est un livre qui est sorti jeudi dernier à l'heure où on enregistre ce podcast, donc le 10 juin. Et on a en fait
C'est tout simple, j'ai commencé donc sur Instagram à parler de mode responsable et puis j'ai été contactée par ce qu'on appelle un agent littéraire, qui est donc un intermédiaire entre les maisons d'édition et les auteurs, un peu comme dans la chanson, dans le cinéma, etc. C'est quelqu'un vraiment qui va te représenter. Et cette personne m'a proposé d'écrire un ouvrage sur la mode responsable. Donc, fidèle passionnée de marketing que je suis, j'ai été faire une étude de marché sur les livres existants et je me suis demandé ce qui manquait aux livres qui existaient et éventuellement là où moi je pourrais m'insérer en termes de ton, de visuel, de vision des choses tout simplement. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose en fait. Il y avait un segment vide et qu'il fallait que j'occupe cet espace. Donc, j'ai tout de suite eu confiance en fait en le projet du livre. J'ai écrit. Et mon agente a tout simplement présenté le projet à une maison d'édition, donc elle en a mis plusieurs sur le coup, et puis on a vraiment senti un attrait de la part des éditeurs pour ce sujet, puisqu'il y en a pas encore beaucoup sur le marché, des livres qui traitent de ça. Et voilà, ça s'est goupillé comme ça. J'ai choisi la maison d'édition que je préférais, qui s'appelle donc Erol, qui est une super maison d'édition. Et s'ils écoutent ce podcast, je les salue, je les remercie. Et puis j'ai construit ce livre surtout pour tous les budgets et pour tous les. Je me suis dit, il faut qu'il plaise au petit budget comme au gros budget, et aux gens qui habitent en ville, tout comme aux gens qui habitent un peu plus en périphérie ou à la campagne. Parce que je trouve que la mode éthique, c'est quand même un sujet de citadin, et que, en fait, c'est faux. Si on s'habille, encore une fois, ça doit concerner tout le monde. Voilà, et ensuite, je me suis dit qu'il fallait donc vraiment réaffirmer le ton de mon compte, que ce soit pas une redite de mon compte Insta, que ça aille beaucoup plus loin, parce que je trouve que Insta, c'est quand même limité en termes de quantité, hein, t'es bien sûr. vite arrivé à bout. Et je trouve ça un peu triste parce que ça nous formate en fait, alors que à l'époque des blogs, par exemple, tu pouvais avoir un article qui faisait plein de caractères, on te posait pas, enfin voilà, c'était pas la loi la loi de la quantité, voilà, et du chiffre. Mais aujourd'hui, voilà, je me suis dit, c'est génial, la solution de regrouper toutes les connaissances que j'ai acquises dans l'industrie de la mode, en tout cas, c'est l'occasion de les mettre dans mon livre, et ça s'est fait comme ça, et ça s'est fait très vite, puisque du coup, c'était le 8 juin qu'on m'a contacté, le 8 juin 2020, et aujourd'hui, donc on est le 14 juin 2021, il est sorti, ça y est, il est en rayon. C'est génial. Est-ce que c'est difficile d'écrire son premier livre ? Moi, j'ai pas trouvé ça dur parce que je suis très organisée. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait le secret de tout, c'est l'organisation. Et l'organisation, c'est absolument pas une compétence inouïe, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Enfin, c'est quelque chose qui, enfin, c'est pas un savoir-être. C'est vraiment, tout le monde peut apprendre à s'organiser. Et je dirais que j'ai toujours aimé écrire, donc forcément, je suis pas la plus objective là-dessus. J'ai toujours écrit quand j'étais petite, ado, en prépa. J'ai gratté aussi énormément, évidemment. Et cagne, ça te donne des réflexes, déjà une rapidité, et de deux, ça t'apprend à structurer ta pensée. Donc je pense que à formater pendant 2 ans, à structurer ma pensée en termes d'arborescence, du général au particulier, ça m'a forcément aidé à vite pondre un plan, à vite savoir dans quoi m'engager, à vite distinguer l'essentiel du superflu dans les infos, ce genre de choses en fait. Et couplé à l'expérience sur Instagram, c'est-à-dire savoir ce qui plaît aux gens, savoir ce qui retient l'attention, ce qui retient le regard des gens, tu vois, ça effectivement, tout ça rassemblé, ça permet peut-être de sentir quelle est l'info à donner et de quelle manière la mener. Mais je dirais avant tout qu'écrire un livre, quand on a plusieurs activités en même temps, c'est surtout de l'organisation. Ok. Est-ce que tu as eu carte blanche ? Parce qu'on peut se dire, pour un premier, peut-être pas, ou comment ça s'est passé ? Alors oui, j'ai eu beaucoup de chance en fait. J'ai beaucoup débriefé avec mon agente avant de présenter le projet à la maison d'édition, et elle m'a conseillé de faire un plan plutôt conventionnel de type état des lieux, ensuite solution, pour que les gens nous suivent. Voilà. Donc moi j'avais tendance au début peut-être à partir un peu dans toutes les directions, et puis elle a vite cadré le truc en me disant il vaut mieux rester sur un plan conventionnel. T'en fais pas, les gens vont pas pour autant moins s'y intéresser. Et ensuite, en fait, on a eu carte blanche de la part de l'éditeur puisqu'on a présenté le projet comme tel. On avait une maison d'édition qui proposait peut-être de remodeler un peu plus la chose selon sa vision, etc. Mais j'ai préféré justement rester sur le plan qu'on avait, du moins pour ce projet-là. Et voilà. Et du coup, on a eu de la chance, ouais. En gros, les grandes lignes du livre, tu parles de quoi, en gros ?
En gros, dans une première partie, état des lieux sur l'industrie de la mode, sur son impact social et environnemental. Deuxième partie, les solutions pour commencer à mieux consommer en fait, c'est-à-dire vider ton dressing, faire avec ce que tu as déjà. Et en troisième partie, toute une armée de guides que j'ai appelés des guides tout-terrain, qui sont vraiment des étapes à suivre entre guillemets pour être sûr de pas te faire avoir lorsque tu fais ton shopping et que tu essaies de te rapprocher d'une consommation plus responsable. D'accord. Donc, c'est un livre à avoir, bien entendu, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Je compte sur vous. Tu as créé ta chaîne YouTube il y a très peu de temps aussi. Est-ce que c'est une continuité de ton compte Instagram ? Alors, je sais pas quoi répondre à ça. Parce qu'en fait, j'ai des projets sur YouTube qui seront peut-être une continuité d'Insta, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. En tout cas, aujourd'hui, c'est les backstage de mon livre, donc les coulisses de l'aventure que je filme, que je raconte, puisque j'ai quand même tout filmé ces 12 derniers mois. Donc, je me pose tout simplement dans mon salon, je raconte à la caméra et je suis aidée par un monteur, Nathan, qui donc sait bien mettre en forme tout ça. Voilà. Et c'est très bien fait pour avoir regardé jusqu'au dernier épisode. Vraiment, c'est super intéressant. Si ça vous intéresse, en tout cas, l'univers de l'écriture, ça peut être hyper cool de regarder ces épisodes parce que je trouve que tu détailles vraiment bien ce que tu as ressenti, la pression de l'écriture, les deadlines, tout ça. Et je trouve que tu le racontes hyper bien. Donc, allez voir ce qu'elle fait aussi sur YouTube. Et c'est le même compte. Donc, c'est Make My Clothes Great Again. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Bon, comme ça, on ne se prend pas trop la tête, c'est le même pseudo partout. Si on veut te joindre, on fait comment ? Alors je réponds au DM Insta, mais pas toujours parce que parfois j'ai pas le temps de répondre à tout. Mais en fait, les gens des fois ils m'envoient des demandes super précises, tu vois, de ce que je pense d'une marque, etc. Et du coup, j'avoue que parfois j'ai tendance à pas voir certains messages ou d'autres me demandent tellement d'énergie que voilà. Donc vaut mieux pour être sûr m'envoyer un mail. Et de toute façon, mon mail est dans ma bio Insta, donc évidemment on peut facilement. Si c'est pour une demande pro, un mail, et si c'est vraiment pour un petit mot perso, je le verrai passer dans mes DM Insta si avec un peu de chance. Il n'y a pas 10 personnes qui m'ont demandé une analyse poussée de la stratégie d'H&M ces dernières années. Voilà. Je plaisante. Je te pose la dernière question qui, selon moi, est la plus importante. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou si tu avais un message à faire passer, quel serait-il ? Je dirais... Bonne question. En fait, je dirais qu'il faut savoir faire preuve de... Il est important de savoir faire preuve d'indulgence. D'indulgence envers... Et de nuance, ouais. D'indulgence et de nuance envers les marques qui essaient de faire leur mieux, de jamais trop catégoriser ou regrouper les gens dans un même... tu vois, sous une même étiquette, parce que chacun a son contexte, chacun a son environnement. Et en fait, même avec soi-même dans sa consommation, il faut savoir être indulgent. On n'atteint pas des sommets du jour au lendemain, et surtout pas parce que c'est le meilleur moyen de s'écœurer, mais au contraire, il faut accepter chaque petit pas, tout comme chez les marques. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrivera à tous être bienveillants, plus bienveillants les uns envers les autres, parce que le but, c'est pas de refaire une guerre des clans militants versus leur contraire, quoi. Clairement. Merci en tout cas, Mathilde, pour cette pause café. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment très, très sympa de ta part. N'oubliez pas, son livre est sorti. Il est dans toutes les bonnes librairies. Donc, il s'appelle, que je dise pas de bêtises, Changeons de mode, c'est ça? Voilà, Changeons de mode. On te retrouve également sur Instagram et sur YouTube. Cet épisode se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et des vôtres et je vous embrasse.